Bonjour les élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes toujours confinés. Respectons les gestes barrières. Aujourd'hui on va parler météo et on va s'intéresser à un phénomène un petit peu particulier, les vents. Seriez-vous capable d'expliquer ceci? Nous voyons que l'encens monte vers le haut. Maintenant, rajoutons une bougie dans la boîte. Nous voyons que l'encens est aspiré dans la boîte et ressort par cette cheminée. Quelles sont vos hypothèses? Monsieur, c'est peut-être quelqu'un qui est caché avec une paille et qui aspire. Je vais trouver... si la fumée a envie d'aller voir ailleurs, faut la laisser libre. Un aspirateur. Il y a un aspirateur dans la boîte. On nous dit toujours, va faire ci, va faire ça. Mais non, un aspirateur, ça fait trop de bruit, c'est pas ça. Vous voyez, comme ça, monsieur. La fumée, on lui dit, monte ici, descends pas en bas. Je sais. La fumée, elle est attirée par les trous. Mais oui, regardez dans les cheminées. La fumée, elle va toujours dans le trou. Moi, je pense qu'on l'a trop saoulée. Elle en a eu marre. Elle avait peut-être envie de faire sa propre expérience de la vie. C'est logique, moi je dis. Hein. Vous la saoulez, elle se barre. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Exactement. Le feu. Hein? J'ai dit un truc de bien. C'est une source de chaleur, une flamme en l'occurrence, qui a provoqué l'aspiration de la fumée. Comment j'ai trop géré, mais j'ai pas compris. Regardez, lorsqu'on a allumé la bougie, l'encens s'est mis à entrer dans la boîte et ne s'élève plus vers le haut. Alors que quand la bougie était éteinte, l'encens s'élevait normalement. La bougie permet de réchauffer l'air et cela crée un courant d'air dans la boîte. C'est du vent. Mais monsieur, pourquoi l'air il se déplace? Mais monsieur, pourquoi il y a du vent que quand il y a des flammes? Monsieur, ce que vous dites, c'est horrible. C'est-à-dire que s'il y a un joli vent qui nous caresse le visage, ça veut dire que quelque part, il y a un incendie qui ravage une gentille forêt et qui va... Stop! Trop de questions en même temps. Reprenons ensemble. Comment il t'a mis un vent, le prof? Il ne calcule pas. Effectivement, le vent va être créé par un déplacement d'air d'un endroit à un autre. Dans l'expérience, nous avions vu qu'une flamme est capable de créer ce résultat. Mais en réalité, la source de chaleur, ce n'est pas le feu. C'est le soleil. Du coup, je vous pose la question, à quel endroit sur Terre fait-il le plus chaud? Ah, c'est au bled, monsieur. Effectivement, plus on se rapproche de l'équateur, et plus il fait chaud. Monsieur, j'ai compris qu'à l'équateur, il fait chaud. Mais pourquoi? Bah parce que l'équateur, il est plus proche du soleil. Plus de soleil, plus de... Faux! Non, je préfère vous arrêter tout de suite. Il ne fait pas plus chaud parce que le soleil est plus proche. C'est un raisonnement à vous enlever de la tête. L'écart de distance entre le pôle Nord et l'équateur est à peu près de 6370 km, ce qui correspond au rayon de la Terre. Mais le Soleil, lui, il est à plus de 150 millions de kilomètres de la Terre. En proportion humaine, c'est comme si le Soleil faisait en fait 2 mètres de haut, que la Terre faisait, elle, la taille d'un grain de raisin, et qu'on plaçait ce grain de raisin à l'autre bout d'un terrain de foot. Donc de dire que l'équateur est un petit peu plus proche du soleil, c'est pas ça qui va changer grand chose. C'est à cause de quoi qu'il fait plus chaud alors? Très bonne question. Allons voir par là. Nous partons du principe que tous les rayons du soleil vont arriver parallèles à la surface de la Terre. Mais la surface du globe, elle, est sphérique. Les rayons vont donc arriver perpendiculaires à la surface du sol au niveau de l'équateur. Mais si on se déplace vers les pôles, à cause de la surface sphérique, les rayons vont davantage s'étaler. Ainsi, au niveau de l'équateur, les rayons sont tous concentrés sur une faible zone, les rayons vont davantage réchauffer. Par contre, au niveau des pôles, les rayons vont davantage s'étaler, les rayons seront moins concentrés, cela va moins réchauffer. Donc, il fait plus chaud à l'équateur à cause que la Terre, elle est ronde. Exactement. Et maintenant, pour aller plus loin, il faut aussi remarquer qu'un air chaud est toujours moins dense qu'un air froid. Ok monsieur, le coup de la balance, j'ai bien vu. Mais ça veut dire quoi, moins dense? Et pourquoi ça veut moins danser? Eh bien c'est... Ça je sais! C'est comme si on prend deux balles qui ont le même volume. Dans l'une, il y a peu d'atomes, ils sont très écartés, c'est plus léger, c'est moins dense. Alors que dans l'autre balle, il y a beaucoup plus d'atomes, ils sont plus rapprochés, donc c'est plus lourd, ce sera plus dense! C'est exactement ça. Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon... Donc, si on résume. Dans un volume d'air chauffé, les atomes de gaz sont plus écartés, il y en a moins, ce sera donc moins dense. Alors que dans un volume d'air froid, les atomes sont plus rapprochés, on peut en mettre plus,
ce sera plus dense et donc cela pèsera plus lourd. Et ça change quoi, ça, dans la vie? Eh bien, prenons un exemple. Vous voyez une piscine de balles? Oh, monsieur, comment je visualise de ouf! Je suis complètement avec vous, là. Dans cette piscine, vous allez mettre des balles en plastique creuse qui du coup seront peu denses. Et des balles de pétanque en métal qui elles du coup seront beaucoup plus denses. Une fois que vous avez mis tout ça dans la piscine à balles, vous mélangez. À votre avis, qu'est-ce qui ira au fond? Les balles de pétanque, monsieur. Et les balles en plastique se retrouveront toutes à la surface. C'est la même chose dans l'atmosphère. L'air chaud peu dense aura tendance à remonter tout en haut de l'atmosphère, alors que l'air plus froid aura tendance à aller le plus bas possible, comme les balles de pétanque. Et c'est ce mouvement qui va être à l'origine des vents. Tenez, dans cette bouteille, j'ai mis de l'eau rouge qui représente ce qu'il se passe à l'équateur. L'air devient chaud et devient moins dense. Dans l'autre bouteille, j'ai mis de l'eau bleue froide qui montre ce qui se passe pour l'air au pôle Nord. Voyons ce qu'il se passe entre les deux. Au bout de quelques minutes, on voit que l'eau froide s'est déplacée vers le bas de la bouteille, alors que l'air chaud, lui, se déplace vers le haut de l'autre bouteille. Il y a donc eu ce mouvement qui s'est opéré. Mais monsieur, est-ce que ça veut dire que l'air chaud qui monte en hauteur, il laisse de la place en bas pour l'air froid? Exactement! En fait, la montée de l'air chaud va créer une dépression à la surface du globe à l'équateur. C'est-à-dire qu'à cet endroit, il y a beaucoup moins de matière gazeuse. Presque du vide, quoi. Mais la nature a horreur du vide. L'air sur les côtés va se trouver aspiré vers l'équateur pour remplir ce vide. L'air va toujours des zones de forte pression vers les zones de faible pression. Et dans notre expérience, la bougie a réchauffé l'air, ce qui a créé une dépression dans la boîte, et c'est cette dépression qui a aspiré la fumée à l'intérieur. Le scientifique qui a découvert cela est un avocat anglais du XVIIIe siècle, George Hadley. Il a découvert que les vents faisaient une boucle dans l'atmosphère. Les vents se réchauffent à l'équateur et montent dans l'atmosphère, ils vont vers le pôle en se refroidissant. Quand il se refroidit, ils se densifient, ils redescendent près du sol et se font à nouveau aspirer vers l'équateur pour remonter à nouveau dans l'atmosphère à cause de la chaleur. En son hommage, on a appelé cette boucle la cellule de Hadley. Ok, monsieur, je crois que j'ai compris. Non, je comprends pas. Vous dites que les vents qui sont proches du sol, ils vont vers l'équateur. Et vous dites que les vents qui sont en altitude, ils vont vers le pôle Nord. Mais dans la vraie vie, les vents, ils peuvent aller dans toutes les directions. On ne nous dit pas tout. Théorie du complot. Vous seriez pas un Illuminati, vous? Je vois que vous suivez bien. Seulement, cette question, elle est au programme 2 secondes, pas de collège. Mais pour faire très simple, un siècle après Hadley, un ingénieur français nommé Gustave Gaspard Coriolis a développé un théorème mathématique qui dit que, par la rotation de la Terre, toute particule dans l'hémisphère nord est déviée vers sa droite et dans l'hémisphère sud vers sa gauche. Venez avec moi. Vous allez comprendre. Nous allons faire une expérience à haut risque. Dans cette expérience, je suis le pôle Nord. Cette perche en bambou représente la surface de la Terre et au bout de la perche, nous avons l'équateur. Pour symboliser les vents, nous avons ce jet d'eau. Donc si jamais la Terre ne tourne pas, voilà ce qui se passe avec les vents. Maintenant, voyons voir ce qui se passe lorsque la Terre tourne. Le vent est dévié. Nous avons créé les alizés. Ah oui. Dans l'expérience, on a vu que les vents qui vont du pôle vers l'équateur sont tous déviés vers leur droite. Si on met la Terre maintenant de profil, on voit que les vents sont tous déviés vers l'est, qu'ils viennent du pôle nord ou du pôle sud. Et les alizés, ce sont des vents qui commencent à peu près à 30 degrés de latitude au-dessus et en dessous de l'équateur et qui se dirigent vers l'est de manière très régulière. Ce sont ces vents qu'utilisaient les navigateurs portugais pour aller plus vite que les autres bateaux vers l'Amérique du Sud. Et à l'inverse, les vents qui vont de l'équateur vers le pôle
sont eux aussi déviés vers leur droite dans l'hémisphère nord. Vous êtes toujours avec moi? Courage! Donc en résumé, l'énergie solaire est très mal répartie à la surface du globe. L'accumulation de chaleur à l'équateur va faire monter l'air chaud en hauteur. Cela va provoquer une dépression près du sol et l'air froid qui était près des pôles va être aspiré vers l'équateur. Cela crée un vent. Un vent, c'est le déplacement d'une masse d'air d'un endroit à un autre à cause d'une différence de température. La force de Coriolis est liée à la rotation de la Terre et elle va dévier les vents vers l'est ou vers l'ouest. Mais le problème, c'est qu'en plus de dévier ces vents, la force de Coriolis va modifier leur vitesse lorsqu'ils se rapprocheront des pôles. C'est pour ça que c'est du programme de seconde. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ceci. À l'équateur, l'air chaud s'élève en altitude, ce qui crée une dépression au niveau de la surface du sol, et cet air va ensuite s'étaler vers les pôles. En remontant vers les pôles, cet air va refroidir. À cet endroit-là, à cause de Coriolis, la vitesse des vents est modifiée. La cellule de Hadley va s'interrompre. L'air va donc redescendre près de la surface du sol, ce qui a pour conséquence d'y augmenter la pression. C'est une zone de haute pression. Puis l'air va être aspiré vers l'équateur. Nous venons de retrouver la cellule de Hadley. Mais si l'air descend à cet endroit-là, il va aussi entraîner l'air qui est juste à côté, qui lui aussi va redescendre et se diriger vers le pôle en se réchauffant près du sol. Une fois qu'il est suffisamment chaud, il va remonter en altitude, ce qui crée une dépression. On peut aussi parler de zone de basse pression. Et une fois qu'il est en altitude, il va fermer la boucle. Nous appelons cette boucle la cellule de Ferrel. Mais si l'air à cet endroit remonte en altitude, il va aussi entraîner l'air qui est à côté, qui lui aussi remonte, s'étale vers le pôle, va refroidir pendant tout son déplacement, et une fois qu'il est bien dense, va redescendre au niveau du pôle pour fermer cette cellule polaire. Si on fait le bilan, nous nous rendons compte qu'il y a des vents d'altitude et des vents de surface. Ces vents de surface vont être déviés vers l'est lorsqu'ils vont à l'équateur, et ils vont être déviés vers l'ouest si jamais ils remontent vers les pôles. Le truc que je vous ai pas dit, c'est que ce modèle, il a été créé en imaginant qu'il n'y avait que des océans sur la Terre. Ah bah oui, parce que les continents et les montagnes, ça dévie les vents aussi. Donc le modèle simplifié, c'est ça, et le modèle réel, c'est ça. Il y a les montagnes et les continents en plus. Vous comprenez maintenant pourquoi on paye des gens à étudier la météo. Du coup, le soir à 20h, lorsqu'ils se trompent dans leurs prévisions météo, soyons indulgents avec eux. C'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, on verra pourquoi il pleut davantage en France que dans d'autres régions du globe. On verra aussi comment se forment les cyclones. Et surtout, on verra sur Terre pourquoi il existe autant de climats différents. Cours Alexandre Dumas. Un pour tous, tous pour... Thank you.